pense effectivement que d'une manière générale, l'Europe elle-même étant ces dernières années touchée par le terrorisme islamiste, comprend mieux le combat d'Israël. Professeur Emmanuel Navon, bonjour, Boker Tov. Boker Or. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Tel Aviv. Avec vous, je voudrais que nous essayions de voir à quelle étape on se situe de cette opération militaire. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que cette opération est en train de toucher à sa fin ? Oui, c'est en tout cas ce que l'on entend également des différents rapports dans les médias et ce que nous entendons du gouvernement, à savoir que l'opération a duré maintenant 10 jours. Il ne s'agit pas d'une opération terrestre de grande envergure pour mettre fin au régime du Hamas ou pour reprendre contrôle de la bande de Gaza, mais pour essayer de neutraliser au maximum les tirs de roquettes et faire payer un prix militaire au Hamas. Ce genre d'opération ne peut pas durer plus d'une semaine ou de 2 semaines. La communauté internationale, dans sa majorité, reconnaît à Israël son droit à l'autodéfense, mais commence à exiger une fin des hostilités, en particulier l'administration Biden. Donc il semble effectivement qu'on se dirige incessamment vers un cessez-le-feu. Alors sur le plan diplomatique, purement diplomatique, Emmanuel, est-ce que vous avez été surpris par, on va dire, la marge de manœuvre accordée par une administration Biden qui au départ n'était pas obligatoirement favorable à une telle initiative ? Non, je n'ai pas été surpris. Joe Biden est un ami d'Israël de longue date. Il a placé dans les hauts postes de son administration en politique étrangère et en politique sécuritaire des gens modérés, en particulier Anthony Blinken. Il y a une aile radicale du Parti démocrate, certains représentants au Congrès qui s'opposent à Israël, mais l'administration Biden elle-même, en particulier en ce qui concerne la politique étrangère et la politique sécuritaire, est composée de gens modérés et pro-israéliens. Biden a été très clair sur le fait qu'il reconnaît à Israël son droit à l'autodéfense. Israël a des désaccords avec l'administration Biden, en particulier sur la gestion du dossier iranien, mais en tout cas en ce qui concerne le droit d'Israël à se défendre face à l'agression du Hamas et du djihad islamique, là-dessus l'administration Biden a été très claire. Alors ça c'est pour l'administration Biden aux États-Unis. Il faut bien avouer aussi que du côté de l'Europe, eh bien, l'État d'Israël peut enregistrer certains résultats très très tangibles au niveau de son soutien. Il y a bien entendu le soutien automatique des pays d'Europe centrale, mais même, on va dire, même dans les pays d'Europe occidentale, on l'a vu là avec l'Allemagne, et même avec les déclarations du président Macron, vous avez le sentiment que quelque chose a changé dans la perception d'un combat que mène l'État d'Israël contre le terrorisme ? Je pense d'abord que ces dernières années, les pays européens étant eux-mêmes touchés par le terrorisme islamiste, comprennent mieux le combat d'Israël. Vous l'avez rappelé, les pays d'Europe de l'Est, d'une manière générale, sont beaucoup plus favorables à Israël. D'ailleurs, c'est avant-hier ou hier la Hongrie qui a bloqué une décision du Conseil des ministres de l'Union européenne concernant les hostilités entre Israël et le Hamas. Mais effectivement, même dans les pays d'Europe de l'Ouest, il y a aujourd'hui une prise de conscience du danger auquel Israël fait face, d'où les positions très claires de la chancelière allemande Angela Merkel. Je n'en dirais pas autant de la France, puisqu'hier le Premier ministre français Jean Castex a déploré les victimes civiles palestiniennes, n'a pas du tout mentionné les populations civiles israéliennes et n'a même pas mentionné le Hamas. Donc l'Allemagne a une position beaucoup plus claire que la France à ce sujet. Je pense effectivement que d'une manière générale, l'Europe elle-même étant ces dernières années touchée par le terrorisme islamiste, comprend mieux le combat d'Israël. Alors, je voudrais qu'on essaye de comprendre, je sais que vous n'êtes pas spécifiquement un expert sécuritaire, mais je pense que vous avez une certaine expérience dans la manière dont ces opérations militaires dans la bande de Gaza se déroulent. Je voudrais qu'on essaye de comprendre pourquoi finalement, 9 jours après ou 10 jours après le début de cette opération, eh bien,
le Hamas continue à tirer presque impunément en direction du territoire israélien. On en est à près de 4000 missiles qui ont été tirés au cours des 10 derniers jours. Comment vous expliquez cela alors que d'un autre côté, on nous parle d'un Hamas qui serait décimé, de la bande de Gaza qui serait bombardée sans dessus-dessous. Comment c'est possible ? On a eu la même expérience avec la deuxième guerre du Liban en 2006, à savoir qu'il est impossible, sans opération terrestre, de complètement neutraliser un arsenal de tirs de roquettes. Tsahal dispose de renseignements de haute qualité et de haute technologie qui permet effectivement de neutraliser une grande partie des tirs de roquettes et de l'arsenal militaire du Hamas. Mais dans une population aussi dense, un territoire aussi densément peuplé, de plus de 2 millions d'habitants, avec des lance-roquettes qui sont cachées dans les populations civiles, il est clair qu'avec une opération uniquement aérienne, en dépit de notre technologie et de nos renseignements, il est impossible de complètement oblitérer un arsenal de missiles du Hamas par une opération aérienne. Alors, ce qui nous ramène, on va dire, à une sorte de rengaine. Il y a une opération, ça va neutraliser le Hamas qui va être préoccupé par la reconstruction de la bande de Gaza pendant peut-être, on va dire, 3 à 5 ans. Hein. Hier, le général Aaron Khaliwa a parlé de 5 années de répit. Mais finalement, est-ce que vous adhérez à la position du Premier ministre Netanyahou qui est de dire, eh bien, le Hamas, il vaut mieux qu'il existe, même à petit feu, plutôt que qu'il soit totalement détruit parce que, eh bien, ça amènerait de manière très claire l'autorité palestinienne à revenir dans la bande de Gaza et à créer un État palestinien. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de Netanyahou ? D'abord, je ne suis pas sûr qu'on puisse utiliser le terme stratégie. Oui. Et je note également que Netanyahou, avant de revenir au pouvoir en 2009, s'était engagé à mettre fin au régime du Hamas dans la bande de Gaza. Il a depuis, semble-t-il, changé d'opinion. Mais je ne peux que constater que ces 12 dernières années sous le régime Netanyahou, comme vous l'avez d'ailleurs décrit vous-même, c'est une politique cyclique où il y a une guerre ou une opération militaire. Le gouvernement israélien permet le transfert d'argent du Qatar à la bande de Gaza autorisé par Israël, où le Hamas reconstitue son arsenal militaire avec le soutien de l'Iran, construit des tunnels et on remet ça en moyenne tous les 3 ans. La question est de savoir, est-ce qu'il s'agit là d'une stratégie ? Je ne pense pas qu'il s'agit là d'une stratégie, je pense qu'il s'agit là d'une gestion de la crise de la bande de Gaza. Et je pense que ce dossier est effectivement extrêmement complexe. Mais je pense qu'il est temps de repenser, je ne peux pas avoir une solution, mais de repenser la gestion de la bande de Gaza, à commencer par le fait que je vous rappelle qu'Israël continue de fournir à la bande de Gaza de l'électricité, de l'eau et des vivres. Or, lorsque Ariel Sharon avait annoncé son plan de retrait de la bande de Gaza, il avait utilisé le terme en hébreu de hitnatkut, qui signifie rupture. Il n'y a pas de rupture, puisqu'il continue d'avoir une dépendance de la bande de Gaza vis-à-vis d'Israël, et que par conséquent, soit on fait une rupture et dans laquelle certains pays de la région, en particulier l'Égypte, et d'autres pays fournissent à la bande de Gaza ces ressources en eau et en électricité, repenser le blocus en coordination avec nos alliés et avec le président Al-Sisi. Je pense qu'il est temps de repenser la stratégie. Je ne prétends pas encore une fois avoir une solution miracle, mais je pense qu'il est temps, après 12 années, de repenser la stratégie vis-à-vis de la bande de Gaza. On parle beaucoup de cette fameuse image, de ce cliché de la victoire qui pourrait permettre à Israël de clamer victoire et d'avoir un impact dissuasif, on va dire, sur le Hamas. À votre avis, quelle peut être cette image de la victoire et est-ce que cela vous décevrait si dans un accord de cessez-le-feu, eh bien, le dossier des soldats israéliens, Oron Shaul et Hadar Goldin, n'était pas inclus? Bien sûr, j'en serais déçu. C'est une tragédie d'abord pour les familles. Le fait que jusqu'à aujourd'hui, dans tous les accords de cessez-le-feu précédents, ils n'ont pas été inclus. C'est une tragédie avant tout pour les familles. Et je pense qu'il est indispensable que cette fois-ci, Israël exige et obtienne le retour en Israël. Mais il ne peut pas y avoir d'image de victoire dans la mesure où il s'agit d'une guerre d'attrition
et que une victoire, ce serait que le Hamas désarme complètement, qu'il n'ait plus de missiles et qu'il cesse de tirer vers Israël. Cela n'est pas le cas. Depuis 12 ans, ce n'est pas le cas. Donc il n'y aura pas d'image de victoire, mais je pense qu'il est temps cette fois-ci que Israël exige effectivement le retour des soldats, pas seulement des soldats. Je rappelle qu'il y a également encore un otage israélien dans la bande de Gaza. La force de dissuasion d'Israël, vous pensez qu'elle est restaurée dans la bande de Gaza, que on a atteint le niveau de dissuasion qui calme le Hezbollah depuis maintenant plus de 16 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre du Liban? Ce seront les mois et les années à venir qui nous le diront, puisque je vous rappelle que, encore une fois, pour reprendre l'exemple et le précédent libanais avec le Hezbollah, l'opération militaire de 2006 contre le Hezbollah au Liban, en dépit de tous ses échecs et de tous ses déboires, a réussi à rétablir une force de dissuasion vis-à-vis du Hezbollah depuis 2006. Dans la bande de Gaza, la dernière opération de grande envergure était en 2014. Et donc, nous serons, selon la durée du calme relatif vis-à-vis du Hamas, si effectivement la force de dissuasion d'Israël a été rétablie. Je pense en tout cas que le Hamas a fait une erreur de calcul en pensant la semaine dernière qu'il pourrait tirer des missiles sur la capitale d'Israël sans attirer une réaction d'envergure. Il a effectivement là commis une erreur et je pense qu'il en est tout à fait conscient à ce stade. Mais comme je l'ai dit, c'est uniquement la durée du cessez-le-feu qui nous permettra de juger et de jauger le rétablissement partiel de la dissuasion d'Israël. Alors une dernière question, Emmanuel Navon, on le sait, et c'est une question politique cette fois-ci, on le sait, vous êtes très proche de Gideon Sa'ar. Depuis hier, des rumeurs circulent sur le fait qu'il y aura un rapprochement entre le Likoud et le parti Nouvel Espoir de Gideon Sa'ar. On parle d'une entrée de Gideon Sa'ar, peut-être même de Gideon Sa'ar comme Premier ministre. Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Est-ce qu'effectivement Gideon Sa'ar parvient à la conclusion que s'il ne rejoint pas un gouvernement avec Binyamin Netanyahou, en dépit de ses promesses, eh bien, il risque d'y avoir des cinquièmes élections? Je ne peux rien confirmer. Il y a effectivement, comme vous l'avez dit, de nombreuses rumeurs. Je pense que une cinquième élection, c'est ce que veut Netanyahou, puisque ces élections à répétition lui permettent de rester Premier ministre intérimaire en dépit du fait qu'il n'a pas de majorité, qu'après 4 élections consécutives, il n'a pas obtenu la majorité dont il a besoin pour gouverner, puisqu'à peu près le quart de la droite israélienne ne le soutient plus. Et donc malheureusement, Netanyahou veut une cinquième élection, ce qui ne fait que confirmer ce que n'a cessé de dire Gideon Sa'ar pendant la campagne, à savoir qu'un Premier ministre, en dépit de tous ces acquis que nous reconnaissons, qui tient le pays en otage et le pousse à des élections incessantes, est devenu irresponsable et ne mérite plus de rester au pouvoir. Cette position n'a pas changé, mais je pense que Gideon Sa'ar fera tout effectivement pour empêcher une cinquième élection. Je ne peux pas confirmer ou infirmer ce qui se passe en coulisses. Il y a beaucoup, comme vous l'avez dit, de rumeurs dans les médias. Mais je pense en tout cas que depuis que Naftali Bennett a changé de cap à plusieurs reprises, Naftali Bennett s'est avéré comme quelqu'un d'extrêmement instable, quelqu'un qui n'est pas crédible, et donc qui a littéralement craqué sous la pression de ses alliés des réseaux sociaux. Donc, vu le retournement de Naftali Bennett et vu le fait qu'il n'est pas crédible, il faut réévaluer la situation pour éviter une cinquième élection, pas à tout prix, mais il faut, je pense, vérifier toutes les possibilités. Eh bien, professeur Emmanuel Navon, merci beaucoup pour avoir accepté de répondre ce matin à nos questions, donc essentiellement sur l'opération Gardien des Murailles et également aussi accessoirement sur les développements politiques. Bonne journée, à bientôt Emmanuel. Bonne journée, à bientôt.